Et si les livres allaient sauver le monde? Parce qu'en tout cas, il y a des livres autour de l'environnement qui essayent. Pour cette vidéo, je suis accompagnée par la fondation Veolia qui va décerner 2 prix avec des livres autour de l'environnement. Je vous explique tout. Bonjour, bienvenue, ici votre bon vieux Jadot. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet dont je vous ai parlé sur ma chaîne au tout début, donc si jamais vous étiez là, lâchez un commentaire. Et si j'ai envie de revenir sur ce sujet, c'est parce que pendant que moi j'ai pris de l'âge, il a évolué. Alors une petite mise à jour s'impose. Alors déjà, qu'est-ce que c'est les livres qui parlent d'environnement? Imaginez une ville engloutie par les eaux, une société complètement effondrée, des réfugiés climatiques traversant l'Europe. Malheureusement on est en plein dedans. Canicule. Les livres qui parlent d'écologie, ça regroupe tout un tas d'œuvres assez variées. On a des fictions, des essais, des BD, et ils nous parlent de l'eau, du climat, de la biodiversité, etc. C'est sans fin. Pour faire simple, c'est des livres qui s'intéressent au changement climatique et à ses conséquences. Et ça date pas d'hier. Le périmètre, il est assez large. Certaines personnes ne sont pas d'accord. De toute façon, pour mettre tout le monde d'accord, c'est toujours compliqué. Mais il y a un livre, par exemple, qui date quand même pas mal, qui pourrait s'apparenter à un livre qui parle d'enjeux climatiques. Ce livre, c'est l'épopée de Gilgamesh, l'un des livres les plus anciens de la civilisation. Je vous la fais super simple. C'est l'histoire d'un roi super puissant qui perd son ami et qui part chercher l'immortalité. Mais finalement, il comprend que l'homme ne peut pas échapper à la mort. Et là où on peut parler d'enjeux climatiques, c'est que le livre fait le lien entre la civilisation et la nature. Il y a tout un épisode dans la forêt des cèdres qui peut être vu comme une exploitation de la nature. Son intérêt écologique, il est surtout symbolique. En tout cas, il fait réfléchir aux limites humaines. Alors est-ce que c'est des livres au sens classique ou est-ce que c'est des livres de science-fiction? Là aussi, il y a débat parce que par exemple, il y a de la non-fiction donc ça rentrerait pas dedans. Mais en tout cas, c'est une très longue liste de livres qui nous parlent du changement climatique et qui vient nous questionner dessus. Là-dessus, je pense qu'on est tous ok, il n'y a pas débat. Mais le but, c'est pas seulement de montrer un monde complètement catastrophique, c'est aussi de montrer des solutions. Souvent inspirées par les études climatologiques, les œuvres climatiques peuvent se dérouler dans le monde actuel, dans un futur plus ou moins proche ou dans des mondes fictifs. C'est un genre qui intègre des thèmes utopiques ou dystopiques et ça s'intéresse à comment les humains pourraient réagir à tout ça, surtout d'un point de vue politique, sociétal et économique. Et en général, c'est pas très joli à voir. L'enjeu de ces livres, c'est de montrer l'ampleur de la crise pour réveiller les consciences. Et en ce moment, quand on voit le réchauffement climatique, je pense qu'on en a bien besoin. Comme si c'était pas suffisant avant. Ce qui les relie, c'est pas seulement l'attention à la nature, mais c'est surtout le lien clair qu'elle crée entre activité humaine et changement climatique. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Bruno David, président du jury et ancien président du Muséum national d'histoire naturelle, qui va pouvoir nous présenter les ouvrages sélectionnés. On a quand même convergé assez facilement vers 7 livres, donc 4 pour les adultes, 3 pour la jeunesse, qui nous ont un peu plus plu que les autres. Et apparemment, il n'y a pas trop de déçus dans le jury, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve un petit peu dans ces 4 nommés adultes et dans ces 3 nommés pour la jeunesse. Alors, pour les livres adultes, il y a le livre noir de la criminalité verte, qui est une approche de criminalité dans le domaine de l'écologie et dont on ne se rend pas compte à quel point c'est devenu une criminalité importante. Il y a un livre sur l'eau qui s'appelle « Nous sommes faits d'eau ». Nous sommes constitués d'eau et l'eau a une importance majeure pour nous. Il y a un livre plus intellectuel peut-être sur l'histoire de la pensée écologique, comment cette pensée a pu évoluer au cours des décennies, comment elle a pu se construire. Et puis le dernier est un livre autour d'un objet qui est le plancton, mais qui est un objet essentiel. Ce n'est pas une seule espèce, ce sont des centaines d'espèces différentes qui peuplent les océans et sans ce plancton, nous n'existerions pas, tout simplement. Donc voilà un peu ce que ça donne pour la sélection adulte. Vous voyez, il y a une assez grande diversité entre une criminalité verte, du plancton, le fait que nous sommes constitués d'eau et que l'eau est essentielle pour nous, et puis une histoire de la pensée à travers les décennies et comment cette pensée a pu se constituer. En ce qui concerne les livres jeunesse maintenant, donc dans ce qui concerne les livres jeunesse, il y a aussi là une sélection très différente avec des livres qui ont même physiquement des aspects extrêmement différents. On a un livre qui s'appelle « À l'abordage », qui est l'histoire d'un marin qui part avec sa poule, Monique, et qui va faire une forme de tour du monde avec sa poule sur un bateau à voile. Et là, c'est un roman. C'était vraiment la forme d'un roman pour la jeunesse. On a un livre autour des arbres, qui raconte des légendes autour d'arbres remarquables, d'arbres légendaires, c'est le titre du livre, les arbres légendaires. Donc ça va raconter des histoires autour de ces arbres et nous parler aussi de ce que sont ces arbres biologiquement parlant, botaniquement parlant.
Donc ça croise les deux, c'est un livre d'assez grand format, magnifiquement illustré. Et puis on a un livre peut-être d'apparence plus technique, mais qui est très intéressant également, qui s'appelle Mon Larousse de la nature, qui n'est pas sous la forme vraiment d'un dictionnaire, contrairement à ce que ça pourrait laisser entendre avec Mon Larousse, mais qui présente des animaux, des plantes, des fleurs, et qui les présente de manière très didactique, très bien illustrée avec ce que c'est. Il y a même des petits QR codes qui permettent d'entendre le son d'un certain nombre d'animaux, y compris alors des oiseaux bien sûr, mais pas que. Vous avez le droit d'entendre le cri du blaireau ou de tel ou tel mammifère, par exemple. Donc, vous voyez, 3 livres qui ont des formats très très différents. Mon Larousse de la nature, sous format presque dictionnaire avec des onglets, puis qui se feuillettent assez naturellement, qui a des gros anneaux pour tourner les pages. À l'abordage, un roman. Et puis Les Arbres légendaires, un grand livre dessiné. Voilà. Alors il y a quand même des favoris, notamment chez Dominique Bourg, philosophe, professeur à la faculté des géosciences de l'environnement de l'Université de Lausanne. Donc c'est le livre de Marc Lomazzi, le livre noir de la criminalité verte, que vous le voyez bien. En fait, c'est un livre assez original parce qu'il y avait peu de choses, je n'avais jamais lu quoi que ce soit sur la criminalité. Là, c'est comme une enquête journalistique très bien faite. Alors, ça peut être un peu répétitif parce qu'il aligne des cas et des enquêtes en fait différentes. Et on s'aperçoit que c'est un enjeu, alors en termes pécuniaires, en termes d'effet sur le vivant, qui n'est absolument pas négligeable. Et quand on a entendu toutes les bêtises sur l'Office français de la biodiversité et sur la police verte, lisez ce livre et vous comprenez à quel point les gens vous racontent des conneries, je suis désolé. Donc ça, c'est un livre intéressant. Alors après, là, c'est quand même pour un lecteur, le livre de Grégory Canet, Histoire de la pensée écologique. Donc la pensée écologique, c'est un courant de pensée qui naît au 19e siècle. Alors il y a plein de courants de pensée d'ailleurs qui naissent au 19e siècle. Vous avez le socialisme, le communisme, le libéralisme, tout ça, c'est des courants qui vont naître à cette époque-là, mais qui n'a jamais eu en fait le même succès, qui n'a pas eu un impact aussi fort sur la réalité, alors que pourtant, on est sur une planète qui est en train de crever. Et pourquoi? Et là, c'est un très bon historien spécialisé justement dans les questions environnementales. Il prend cette question de la pensée écologique au long cours. Il essaie de faire comprendre pourquoi, bien effectivement, l'écologie a moins d'impact que les autres courants de pensée sur la réalité. Et il essaie de donner les raisons, notamment en différenciant temps et espace. C'est vraiment intéressant. Après, le 3e livre, Simon Porcher, Nous sommes faits d'eau. Alors là, c'est ce qu'un universitaire de bonne qualité peut faire de mieux. Il prend un sujet, la question de l'eau, il l'analyse, il propose des solutions. Comment mieux gérer collectivement, comment mieux partager l'eau et évidemment aussi l'économiser. C'est vraiment un livre très sérieux et aussi bien pour l'état de l'art, l'état de la situation où on en est en termes de gestion de l'eau, et pour proposer des mesures concrètes, intéressantes, qui nous permettraient de mieux faire face à ce défi gigantesque pour nous. Alors sans transition, je vais maintenant vous parler de fiction. Et vous parler de la cli-fi, j'arrive pas à le dire. La climate fiction. Et ce genre littéraire, de quand il date exactement? Ce terme, il aurait été utilisé pour la première fois en 2007 par le blogueur Dan Bloom. Il est repris en 2013, donc un bon moment quand même après, par la National Public Radio américaine. Et tout ça en se demandant si les changements climatiques ont créé un nouveau genre littéraire. À partir de là, on peut dire qu'il existe 4 phases dans la fiction climatique. Dans les années 70, c'est le début. C'est la première phase du genre avec une montée des problèmes environnementaux. Ensuite, la deuxième phase, c'est plutôt une montée du cyberpunk. On retrouve des visions sombres avec des hautes technologies et l'apocalypse environnementale, tout simplement. La troisième phase, c'est le moment où l'écologie arrête d'être un sujet de niche. Les questions environnementales deviennent un vrai sujet pour de nombreux romans et sortent petit à petit des cercles contre-culturels pour toucher un public plus large. Et enfin, on a une 4e phase qui va sortir la cli-fi uniquement de la science-fiction. Dans les années 70 et 80, les conséquences du changement climatique paraissent encore assez loin. Les auteurs et les autrices pouvaient se projeter sur des univers assez lointains. Et petit à petit, ça a changé. Avec l'accélération du changement climatique, la multiplication de ses effets bien visibles, cette distance temporelle elle se réduit. Les fictions climatiques s'ancrent davantage dans le présent et se caractérisent aussi par un sentiment d'urgence, voire d'inquiétude face à un avenir perçu comme imminent.
Avec une montée en puissance dans les années 2000 des rapports comme par exemple celui du GIEC, il y a une vraie prise de conscience. Et chaque phase apporte son lot de solutions. Mais le prix de la Fondation Veolia ne s'intéresse pas seulement à la CLIFI, mais aussi aux BD, aux essais, à la non-fiction, etc. Pendant longtemps, la littérature a eu tendance à raconter le changement climatique comme une catastrophe du futur. Des villes englouties sous les eaux, des sécheresses extrêmes, des sociétés effondrées. Bref, des lendemains qui donnent plutôt envie de faire l'autruche que de lire des livres flippants sur ce qui risque de nous arriver. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le futur, il est déjà là. Et c'est là que les livres sur l'écologie se retrouvent avec un défi assez inédit. Comment raconter une catastrophe qu'on imagine déjà, à un certain degré, mais qui est aussi déjà en train d'arriver ? L'écrivain Amitav Ghosh explique que le changement climatique résiste aux formes narratives traditionnelles. En gros, selon lui, on a l'habitude de lire et d'écrire des histoires construites avec des événements exceptionnels. Or, le réchauffement climatique est à la fois spectaculaire et complètement banal. En fait, on a tellement l'habitude que ça nous choque plus. Une canicule exceptionnelle, un incendie gigantesque, ou bien une inondation historique. On a l'impression de voir ça aux infos et de se dire ouais c'est notre nouvelle vie en fait. Et puis entre deux catastrophes, on reprend le cours de nos vies. On reprend le boulot, les courses, les vidéos drôles sur internet. Et peut-être que c'est ça qui nous fait tenir. Ou jusqu'où doivent aller les livres sur l'écologie pour nous faire réagir. C'est un type de livre qui n'est pas censé refléter le réalisme scientifique. Pour un effet dramatique, les échelles sont condensées, les scénarios sont intensifiés, mais quand même, on se projette de plus en plus dans le réel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les livres sur l'écologie, c'est pas une succession de livres où il y aurait le monde en feu, de villes englouties et des personnages qui mangent des conserves dans des bunkers. Même s'il y en a, des très bons d'ailleurs, comme La Route de Cormac McCarthy. Je pense qu'il rentre un peu dans la catégorie. Beaucoup de ces récits essayent d'imaginer ce qui pourrait arriver après la catastrophe, ou encore mieux, comment l'éviter. Car cette littérature, son but, c'est pas de mettre en scène nos angoisses. En fait, elle veut nous rassurer et proposer des choses à mettre en place. Elle sert aussi à proposer d'autres manières de vivre, de produire, de consommer et d'habiter le monde. En quelque sorte, elle marche comme un laboratoire d'idées où les auteurs et les autrices testent différents futurs. Après, il faut pas être dupe non plus, hein. Il est très probable que les lecteurs et les lectrices de ces livres sont déjà sensibilisés au sujet. Mais on peut espérer que des lecteurs et des lectrices de différents genres littéraires se retrouvent en librairie, soient curieux, et même s'ils étaient de base assez peu convaincus par le changement climatique, peut-être que ça va résonner, hein. Faut rester positif. Et pour ce qui est des livres qui sont proposés à la Fondation Veolia, ils sont de plus en plus diversifiés. Je vous propose d'écouter Françoise Gaille, directrice de recherche émérite au CNRS. Oui, bien sûr, il y a une évolution. Au départ, en tout cas pour les prix Veolia, on avait un certain nombre de livres qui étaient réduits dans leur diversité par rapport à l'environnement. Et ce qu'on a vu au cours du temps, c'est accroître le périmètre des livres concernés par cette question environnementale et aussi la différence qu'il y avait dans l'appréciation du danger de la réduction, par exemple, de la biodiversité ou du danger du changement climatique, jusqu'à avoir une théorisation de l'ensemble de ces dangers. Et alors ça, c'est un des premiers aspects qui m'a marqué. C'est aussi valable dans le côté adulte, puisqu'on a 2 prix dans la Fondation Veolia. Il y a également le fait que le nombre de BD consacrés à cette question environnementale a explosé. Et ce qu'on voit même cette année, c'est-à-dire ces BD ne sont pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc il y a aussi une différence de présentation de cette approche. Cette année, par exemple, une des BD, Tatiana Giraud, c'est une grande scientifique qui a fait une BD très didactique sur l'érosion de la biodiversité. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour moi très marquant. La deuxième chose, c'est le type d'écosystème, par exemple, qui est concerné. On a eu beaucoup de livres au départ sur les forêts et la biodiversité terrestre. Et puis petit à petit, on a vu apparaître ce qui était aussi la biodiversité dans l'océan. Et cette année, on a beaucoup de livres qui concernent cet environnement, l'océan,
parce qu'il y a eu un certain nombre d'événements où la France, l'année dernière, a été l'organisatrice avec le Costa Rica de l'UNOC3. Et donc ça résonne et ça fait aussi apparaître des productions littéraires dans ce domaine-là. Je dirais aussi que l'évolution a été perceptible sur le côté catastrophiste ou solutionniste. Au départ, on avait des livres plutôt catastrophistes. On en a encore qui sont encore plus catastrophistes, mais le côté solutionniste apparaît comme voilà, c'est sur ce sur quoi il faut qu'on travaille. Non, tout n'est pas fini, tout n'est pas mort, on peut encore agir, on peut avoir quelque chose à dire. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant que le prix puisse révéler cet ensemble de propositions. Et puis n'oublions pas, la littérature, elle peut changer le monde. Pour rester dans notre thème, il y a eu Printemps silencieux de Rachel Carson, publié en 1962. Il a été traduit en France et a eu beaucoup d'impact. Il a révélé le danger des pesticides, notamment des DDT, sur la faune et les écosystèmes. Et c'est vraiment pas rien. Le livre a contribué à faire émerger une conscience moderne, à inspirer des associations, des scientifiques et même des politiques publiques environnementales. Bravo. En France comme ailleurs, c'est un livre qui a changé notre manière d'envisager le rapport entre santé, nature et agriculture. Ces récits ne restent pas cantonnés aux salles de classe ou aux bibliothèques. Ils nourrissent aussi des discussions autour de l'écologie. On voit apparaître des clubs de lecture consacrés aux questions environnementales, où l'on utilise des romans pour réfléchir à la crise climatique, autrement qu'à travers des chiffres et des rapports scientifiques. Attention, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste que c'est des ressources parfois un petit peu compliquées et donc se baser sur un roman ou sur un essai, ça peut être une base de lecture plus simple. Certaines associations utilisent même ces œuvres comme outil de sensibilisation. En France, la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand a par exemple proposé une sélection de romans et de bandes dessinées pour mieux comprendre les enjeux climatiques à travers la fiction. Et je voulais vous parler d'une notion dont j'ai entendu parler sur Radio France que je trouve hyper intéressante, ça concerne la jeunesse. Dans les années 2000, Peter Kahn a développé une théorie, ça s'appelle l'amnésie environnementale générationnelle, et en fait c'est lié à des mécanismes de développement. On crée potentiellement notre identité au fur et à mesure, et quand on devient adulte ou jeune adulte, on a des références de ce qui est bien ou ce qui est bon pour le monde. Et plus le temps va passer, et de génération en génération, les enfants vont avoir de moins en moins d'expérience avec la nature. Ils peuvent de moins en moins l'expérimenter et donc leur lien avec la nature, il est de plus en plus faible. Alors j'ai voulu parler de l'importance et de l'influence de cette littérature jeunesse avec la journaliste Stéphanie Bellin. Alors les livres jeunesse, bien sûr qu'ils sont essentiels aujourd'hui. Les livres en général, un livre c'est un outil d'éveil, un outil pour apprendre à connaître, pour se balader. Et le livre utilise toute forme, récit, documentaire, BD, peu importe le livre. Mais en tout cas, le livre c'est un fil, c'est quelque chose qui va vous emmener et vous permettre de découvrir la nature. En l'occurrence, si on parle des livres qui s'intéressent à la nature, les animaux, vous sensibiliser à des gestes. Donc en cela, le livre joue un rôle important. Mais je dirais surtout que le livre, il a ceci de particulier par rapport aux images auxquelles on peut être habitué, auxquelles on est face tous les jours, c'est que le livre, c'est un choix aussi. Les images, les écrans, on les a, on ne regarde même pas forcément d'ailleurs ce qu'il y a dessus. Donc le livre jeunesse, il a cette force du choix. Un enfant qui va aller vers un livre, il va généralement le choisir. S'il va le regarder un petit peu, il va y rester. Et donc déjà, il y a un engagement. Il y a le fait d'être au livre et non pas passif en fait, devant des images qui arrivent. Donc la lecture, c'est un effort, ça demande du temps, ça demande de se poser. Et en ça, c'est quelque chose de très différent aussi, je dirais, par rapport à un écran. Par exemple, si on veut comparer avec les autres formes, je ne dis pas que c'est pas intéressant aussi d'aller voir évidemment des films, des dessins animés, mais en tout cas, le livre, il a ça, quoi. C'est un moment où il faut être là, il faut être actif, et on va être d'autant plus réceptif et d'autant plus avoir envie de découvrir ce qu'on est en train de lire, est-ce qu'on fait l'effort de lire. Et ça permet d'avoir des enfants qui vont être d'autant plus sensibles à ce qu'ils vont voir dans le livre. Alors si ça leur parle de la nature, si ça les sensibilise à la protection de l'environnement et qu'ils ont fait ce choix d'ouvrir ce livre-là, on a d'autant plus de chances
de les toucher. Et puis je dirais que le livre, en plus, c'est un objet physique, il ne faut pas l'oublier. Alors on touche un livre, on le prend, on l'emmène avec soi. Il y a aussi quelque chose de tactile, de sensuel. Et finalement, c'est un passage encore plus simple quand à un moment donné, le livre, c'est bien. Et puis on a envie d'aller voir en vrai aussi. On a déjà ce livre-là en soi. Et on va poser le livre et puis avoir d'autant plus envie d'aller voir la nature en vrai, avec les mains, avec les pieds, de sortir, etc. Donc le livre, bien sûr, pour aimer la nature et pour la découvrir. Partout dans le monde, des personnes au pouvoir nient l'impact du changement climatique. Dans ce contexte-là, des livres qui parlent du climat, ils peuvent servir de forme de résistance. Et c'est pour ça que ce genre littéraire, il est essentiel. Il faut raconter ces histoires catastrophes pour éveiller les consciences. Et les livres sur les questions environnementales rejoignent le discours écologiste. Les auteurs et les autrices ont aussi un rôle, celui de dénoncer la surexploitation de la nature et le danger que subit notre planète. Mais pour certains écologistes plus modérés, présenter le réchauffement climatique comme la fin du monde, ça peut décourager un certain public qui se dit que de toute manière, il n'y a plus rien à faire et que c'est foutu. D'ailleurs, on peut remarquer que même si les rapports scientifiques sont indispensables, ils sont aussi souvent difficiles à comprendre et à s'approprier. Alors les œuvres autour du climat, elles aident à transformer des données en expériences vécues. Elles facilitent la compréhension et la mémorisation. Et puis quand il s'agit d'un roman par exemple, il y a le pouvoir de la fiction. L'empathie pour des personnages, la paralysie sans la peur. Juste de quoi se dire que le monde part en cacahuète quoi. En tout cas, c'est des leviers qui sont connus pour créer des discussions, pour créer aussi des dons, des gestes ou des votes concrets quand ils sont complets à des solutions crédibles. Alors pour en savoir plus sur l'impact des livres de la Fondation Veolia, j'ai discuté avec Léa Zasflaski, cofondatrice de Make Sense. Moi, ce que j'ai adoré dans cette sélection, c'est qu'il y avait vraiment une diversité d'approches de la question écologique et du sujet de la crise environnementale qu'on est en train de vivre. On a pu voir la question notamment des crimes environnementaux, on a pu voir la question des COP et de la diplomatie, on a pu voir la question de l'eau, de l'interdépendance entre les espèces, des récits aussi positifs, de la question des droits de la nature. Et donc en fait, avec cette diversité d'approches, ce que je trouve assez incroyable dans tous ces livres, c'est que ça permet d'ouvrir de nouveaux horizons, de se dire que malgré les défis qu'on est en train d'affronter et les murs qu'on est en train de se prendre, avec notamment, on l'a vu, les canicules aussi qui s'aggravent, en réalité, il y a des solutions, mais qu'il faut avoir une approche systémique. Il faut avoir une approche globale où tous les acteurs, nous on travaille beaucoup chez Make Sense sur le concept aussi du triangle de l'inaction, c'est pas et aux citoyens et aux politiques et aux entreprises, c'est à chacun de faire leur part, on ne peut pas mettre la responsabilité sur les autres et on le voit aussi quand on lit tous ces livres, on est interconnectés avec les espèces, avec aussi les différentes facettes sociétales, économiques, politiques de notre société. Et je trouve que la richesse de la sélection, c'est vraiment de montrer que cette question, elle est interconnectée, elle est riche. Et donc j'espère que, en lisant, en s'informant, en ayant aussi toutes ces pistes de solutions qui sont enthousiasmantes et qui sont porteuses d'espoir, on puisse se mettre en mouvement, on puisse le faire dans la joie et surtout collectivement. Et pour finir, j'ai posé la même question à Antoine Denoy, PDG d'AXA Climate. Alors déjà, j'espère que les gens vont les lire parce que ce sont 4 ouvrages passionnants. Et mon préféré, celui qui m'a le plus apporté, c'est un ouvrage qui traite du plancton. Et j'aimerais que le grand public, le plus de lecteurs possible, comprennent qu'une respiration humaine sur 2 dépend de ce petit être vivant qu'on voit assez peu, qui est vraiment au fond de l'océan, qui est le plancton. Qui a un rôle extrêmement important pour l'ensemble de la planète. Et ce plancton, pour moi, c'est le symbole aussi de l'écologie. L'écologie, c'est pas uniquement sauver les ours polaires et réduire le carbone, c'est tout ce réseau en fait, d'interdépendance, de réciprocité entre beaucoup d'êtres vivants, des végétaux, des animaux et beaucoup d'autres entités qui vivent ensemble sur une même planète perdue au milieu des étoiles. Et le plancton en fait partie de cette équation et de ce système vivant. Et donc, longue vie au plancton. Et belle lecture à tous. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est la dernière de l'année. Moi, je prends des vacances bien méritées, donc je vous retrouve à la rentrée. Merci à la Fondation Veolia pour cette collaboration. Je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Chaque année, ils récompensent 2 auteurs. Le lauréat du prix reçoit un chèque de la part de la Fondation Veolia de 5 000 €. Et l'auteur de la mention jeunesse, lui, reçoit un chèque de 2 500 € aussi de la part de la Fondation Veolia. Ensuite, les écrivains sont mis en avant dans des podcasts, dans des conférences, etc. Bref, en tout cas, j'espère vraiment que c'est des livres qui feront la différence. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!